Eh, on n'avait pas assez parlé de prog la dernière fois, alors on remet le couvert. Bonjour à vous, ici Mom. On se retrouve une nouvelle fois pour parler de métal progressif avec la suite des disques que j'ai sous la main. Pour rappel, la dernière fois, nous avions fait la chronique du Parasomnia de Transiator, et justement, parler de ce groupe était l'occasion d'évoquer d'autres sensations métal progressif à vous mettre dans les oreilles. Poursuivons notre exploration métal progressif avec Arch, Another Return. Ici, fini l'Italie, bonjour la Norvège. Alors je sais qu'il y en a qui pourraient se dire, Mom, Arch, t'es sûr que c'est du prog? En fait, Arch, c'est un peu particulier, parce que c'est un petit peu différent de ce qui se faisait ailleurs. Alors là, on est quand même beaucoup plus tôt que tout ce que j'ai pu présenter auparavant. Cet album-là est sorti en 1988. Et on va pas se mentir, hein, c'est inspiré Iron Maiden, Halloween et Queensryche. Ah, c'est vrai que j'aurais pu aussi parler de Fates Warning et le mettre derrière. Bon, tant pis, c'est un acte manqué. Ou pas. Ce qui est très intéressant avec ce Arch, c'est que, comme beaucoup de groupes scandinaves, ils vont avoir des inspirations très variées, qui vont aller beaucoup plus loin que juste leur scène locale ou les groupes tendances du moment. Ils vont pas hésiter à mélanger des choses. Donc tout comme on avait par exemple les pontes du death suédois qui n'ont pas hésité à mettre leurs inspirations Iron Maiden, leur côté mélodie en avant, avec notamment Entombed et tous les groupes qui tournaient autour, et que j'ai déjà évoqué avec Afflicted et leur album Prodigal Son, ou bien Edge of Sanity avec Crimson. Eh bien Arch, déjà avant l'émergence de la scène death metal, faisait ce genre de mélange. Et là on est sur un mélange, voilà, comme je disais, Iron Maiden, Judas Priest, Queensryche, Fates Warning. Mais avec ce petit ingrédient supplémentaire qui était Metallica. Bah oui, hein, Metallica dans les années 80, c'était la sensation, la tendance. Et le gros problème qu'a eu Arch à la deuxième moitié des années 80, c'était de promouvoir leur projet, parce que à l'époque, mélanger Metallica avec du heavy tel que Queensryche ou Fates Warning, c'était pas évident, c'était pas facile à vendre. Alors que si tu prends Metal Church aux États-Unis, on est sur quelque chose qui est proche du Metallica, mais qui ressemble un petit peu à du Iron Maiden par moment. Et autant dire que cet album, je l'aime de tout mon cœur. Parce que tu sens le riffing un peu thrashisant, tu sens l'inspiration Big Four du thrash metal, mais en même temps, c'est du heavy. Ce qui fait du coup ce mélange riffing thrash metal avec un son plutôt heavy, ça crée quelque chose d'entre deux, le power metal. Et là on est en 88, donc Halloween c'est déjà sorti. Donc des morceaux comme Another Return to Churchill qui met bonne ambiance dès le début, et puis vraiment la voix qui marche bien, très puissante. Vraiment, si tu penses que le power c'est des gens qui chantent éraillé, aigu et ton compagnie, ah non, on n'y est pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus bas en termes de tonalité de voix. C'est vraiment intéressant. Power to the Man, mais loaded. I am loaded. Ça marche super bien. Il y a de très bon riffing aussi. Mais j'avoue, je préfère la face A à la face B. Mais la face B, elle a quand même des bons moments. J'admets aussi que ce disque me fait beaucoup penser aux Sirens de Savatage, sorti en 83. Et donc vraiment Arch, c'est un peu la communion, la synthèse, la réunion d'ingrédients que j'ai pu trouver dans différents groupes et que je retrouve ici en un seul disque. J'aurais pu aussi évoquer Vicious Rumors, Laz Rocket, Lich Lord. En fait, Arch sonne bien plus USPM, donc US Power Metal américain, que Power européen. Mais alors Mom, est-ce que c'est du prog? On est dans l'entre-deux, hein. Il y a des moments qui font prog, mais c'est pas un album de prog. Moi, je pense, Arch, ça peut te plaire, ça peut t'attirer, ça peut te faire plaisir. Mais en fait, ce côté, est-ce que c'est prog, est-ce que c'est pas prog? C'est comme pour le premier album de Heavy Load, Full Speed at High Level, qui a des morceaux qui peuvent durer 7-8 minutes. C'est pas tant que Heavy Load est prog, qu'il y a un côté un petit peu Led Zepp dans leur composition. Est-ce que le Stairway to Heaven de Led Zeppelin est un morceau de rock progressif? Pour moi, oui. Eh ben, pour la même raison que Led Zeppelin a pu avoir cet aspect progressif, eh bien Arch peut avoir cet aspect progressif, même si c'est des morceaux qui vont pas dépasser 5 minutes. Après, c'est pas parce que ton morceau fait 10 minutes que c'est forcément du prog. Dire le stoner qui va répéter le même riff en boucle pendant 10 minutes, c'est pas prog. Et à l'inverse, on a Gridlink avec Coronet Juniper, t'as des morceaux qui durent 2 minutes, c'est du prog. En 2 minutes, t'as l'impression d'avoir eu 4 morceaux en un. Donc la longueur, c'est pas forcément ça qui fait le sel du prog. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais qu'est-ce qui fait qu'une musique est progressive? Ça peut être la qualité des arrangements, le fait de créer
un ensemble vaste, ample, qui ouvre l'imaginaire bien comme il faut. Et encore, ce que je dis là, c'est des bornes, c'est pas forcément vrai tout le temps. Mais ça peut être aussi une qualité technique de composition, une recherche poussée pour aller beaucoup plus loin que les standards. Ça peut être une diversité harmonique, une diversité de composition, une diversité rythmique aussi, hein. Changer de rythme en cours de morceau, changer une mélodie de matrice mélodique. Et ça peut être aussi le côté concept, le fait qu'on ait une histoire racontée de bout en bout. Mais encore une fois, ces critères que je donne, c'est pas parce qu'on a un critère qu'on va avoir un album de prog. C'est plutôt un faisceau, un ensemble de critères qui vont finir de dire ok, ça, c'est un album de prog. Tu prends Rush, Fates Warning, Queensryche, c'est du prog. Il y a les 3 éléments que j'ai dit là. En fait, dans le prog, il y a un côté art total. Il y a un côté vraiment musique qui va beaucoup plus loin que juste être là pour te faire danser, bouger ou quoi. Il y a cette inspiration musique savante où tu goûtes la musique, tu la laisses rouler dans tes oreilles, tu en profites à fond. Certains diraient que c'est un côté élitiste qui envoie balader ceux qui écoutent la musique pour s'ambiancer, danser et compagnie. Je peux comprendre cet argument, même si tu peux très bien écouter la musique prog sans forcément verser dans l'élitisme. Sauf qu'il est très facile de dire ouais, moi j'écoute de la vraie musique, quelque chose qui fait réfléchir, quelque chose qui nourrit le cerveau, quelque chose qui élève l'âme. Sauf que moi j'ai pas ce discours là. Moi je dirais plutôt que la musique progressive, notamment le métal progressif, a un aspect tellement puissant, tellement ample, tellement plus grand que toi, que tu peux t'y réfugier comme si un géant te portait dans ses bras. S'abandonner dans la musique, se laisser porter, bercer par elle. Si je dis tout ça, c'est parce qu'on va parler de Sacred Warrior. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait une référence, un petit peu subtile, pas du tout, à une prière qui est « Je viens me jeter en tes bras, Seigneur ». Et si je dis ça, c'est parce que Sacred Warrior, c'est un groupe de métal chrétien. Bah oui, le guerrier sacré, les commandements du maître, bon, ça trompe pas vraiment sur la provenance du groupe. Et notamment, à la fin, il y a Holy, 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 rien à voir avec Money, 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 même si, c'est très bien. Non, là c'est Holy, 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 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ne vous inquiétez pas, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est un album chrétien, mais surtout qu'en fait, c'est un très bon album. Oups, le CD qui se fait la malle, non, tu reviens où tu étais. C'est un très bon album qui est dans la lignée d'un Queensryche, Fates Warning, beaucoup plus doux que Fates Warning. Et puis aussi, il y a un côté très Eldritch, dans ce côté métal doux, cocon, qui te fait du bien. Voilà, on parlait de morceaux de Eldritch qui avaient vraiment quelque chose de très doux dans les paroles, et dans le refrain notamment. Voilà, je pensais au morceau Lord of an Empty Place de Eldritch, et là on a Beyond the Mountain. Voilà, côté vraiment libérateur, côté vraiment éclatant, étincelant du métal. Quelque chose qui va un peu évoquer un groupe dont on parlera tout à l'heure. J'admets, de la sélection, c'est pas forcément l'album le plus efficace, c'est pas forcément l'album le plus facile à écouter, il est un peu long, mais honnêtement, c'est comme écouter le morceau The Neverending Story du film L'Histoire sans fin. C'est un câlin qui te prend le cœur, qui te fait chaud au cœur. C'est un direct kissu dans ton kokoro. Et si vous avez vu mes shorts, vous savez que cet album là, je l'ai payé 30 € parce que édition collector, il y a une carte à collectionner. Et en fait la carte à collectionner, c'est juste une carte de visite qui explique un petit peu le groupe. Honnêtement, je pense qu'en fait le label a fait des cartes comme ça avec les différents groupes qu'ils ont signés. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi je collectionnerais ça. Mais bon, c'est un disque que j'apprécie beaucoup et je suis content de l'avoir dans ma collection. Nous parlions d'Eldritch. Et bien justement, je vais évoquer ici un groupe qui a évolué avec Eldritch, si bien qu'ils ont fait un split. Ça veut dire ils ont mis des morceaux d'Eldritch et du groupe dont on va parler ici dans une même galette. Et là, on n'est pas en Italie, on est en Allemagne avec Superior et leur album Behind. Ça a été une galère de le trouver. Et d'ailleurs, Nearmint, ouais, Nearmint, hein. C'est pas vraiment Nearmint ça. Donc galère pour le trouver à bon prix et en France, mais je suis très content parce que vraiment le Behind de Superior, c'est incroyable. Déjà quand je l'avais au format MP3, je trouvais que c'était un disque qui avait de très grande qualité, mais là on a une version en plus française qui précise l'histoire du groupe, et en vrai le groupe, c'est dingue que cet album soit sorti. Initialement, il n'y avait pas de claviériste, il n'y avait pas de synthé dans Superior. Et justement, le nom Superior vient du fait que
c'est pas qu'ils se sentent supérieurs, c'est que c'est un peu une promesse de toujours faire mieux que la veille. C'est être supérieur à soi-même, toujours progresser. Et donc ouais, à la base, il n'y avait pas de claviériste et l'histoire a fait que un claviériste a rejoint les rangs du groupe. Et ce claviériste, il avait vraiment beaucoup d'idées. Et des idées ont été implémentées. Il y a une place forte laissée au clavier, au synthétiseur. Et ça donne toute la couleur de ce Behind. C'est un album qui est très intéressant dans ses intentions et aussi dans ses textes. Alors je pourrais parler pendant des dizaines de minutes du morceau Why avec ce piano qui progresse tout doucement et qui après amène les instruments métal. C'est tellement bien fichu, mais je vais rester concis et je vais notamment parler du morceau Dial 911. Appelle les urgences. En fait c'est là, et l'ensemble des textes, je vous laisserai écouter et lire les textes en même temps, mais c'est vraiment avec Dial 911 que j'ai compris combien Supérieur était supérieur. En fait ce morceau là dénonce un peu le quart d'heure de gloire que l'on cherche tous. Pour rappel, Andy Warhol avait dit que dans la société contemporaine que nous avons, la société de consommation dans laquelle nous vivons, tout le monde peut prétendre à un quart d'heure de gloire. 15 minutes of fame. Et autant dire que Warhol, il était pas teubé, même si on peut le critiquer, et il avait vu quelque chose de très juste, surtout à l'époque de l'avènement de la télévision que Warhol avait vécu. Avec la télévision, le kidam moyen pouvait espérer avoir dans sa vie 15 minutes de célébrité. Soit parce qu'il passe à un jeu télé, soit parce qu'il passe dans un talk show. Et là, avec internet, parce qu'il a une chaîne YouTube ou qu'il participe à un podcast, les exemples sont nombreux. Et donc ce Dial 911 qui a été écrit en 96, donc on est entre le Seeds of Rage et le Earthquake de Eldritch, et bien en 1996, ils écrivaient que à l'instant même où tu vas mourir, n'oublie pas d'appeler les urgences pour que tout le monde puisse voir ta mort. Ah, c'est pas joyeux, ça parle du fait que ton quart d'heure de gloire, tu pourras l'avoir si tu as une mort sensationnelle. Même ta mort pourrait être médiatisée. Là, en 96, ils ont vu le futur. Avec l'avènement d'Instagram et du contenu où le soi est mis en avant, tout peut se monnayer. Les influenceurs et influenceuses qui font des vlogs, il y a un peu ce côté-là. Oh, regardez, je me suis blessé, je me retrouve à l'hôpital. On fait feu de tout bois. Est-ce que je dois rappeler les contenus à base de un youtubeur se retrouve dans une forêt au Japon? Vous voyez de quoi je parle? Ou alors les pranks type je fais croire que je suis mort. Vous voyez aussi de quoi je parle? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'ensemble de ce Behind met en avant des thématiques horriblement actuelles. Je dis horriblement parce qu'on est en 96, c'était il y a quasiment 30 ans, et on s'aperçoit qu'en 30 ans, les questions restent d'actualité. Ça peut faire froid dans le dos d'un côté en se disant que ça n'évolue pas, mais de l'autre, on peut aussi se dire que Supérieur a été suffisamment intelligent, le groupe a été suffisamment intelligent, malin, pour écrire des textes qui résonnent encore aujourd'hui. Et s'il y en a pour me dire, ouais 30 ans c'est pas tant que ça, il y a du contenu YouTube qui date d'il y a 10 ans et qui est déjà dépassé. Et en plus, cet album va beaucoup plus loin, puisqu'il parle en général de notre rapport à l'existence, notre rapport à la vie, et tout simplement à notre état mental. Ça parle beaucoup de dépression là-dedans. Ça parle beaucoup de santé mentale, de prendre soin de soi. Et justement, on voit Escape from Reality. Bon, il y a un petit côté télévision, mais aussi Fahrenheit 451. Aujourd'hui, plus que jamais, ce que je disais notamment avec Fanfan, quand on a fait le podcast crossover, Fanfan de la collection métal, où on disait que dans les années 2000, on allait sur internet pour fuir la réalité, ce qui était vrai, et aujourd'hui, on fuit internet parce que c'est n'importe quoi. Donc là, ce Escape from Reality, on point, j'ai envie de dire. Je vais aller un petit peu plus vite pour les deux suivants, puisque ce sont des albums dont j'ai déjà parlé bien comme il faut. Angra avec Holy Land et Rebirth. Alors là, pareil, choper Rebirth en bonne condition en France, hyper difficile. Et encore en bonne condition, regardez l'état du boîtier. Et là où je suis dégoûté, c'est que Angra fait une réédition de Rebirth cette année, mais qu'au Brésil. Donc là, nous avons Holy Land et Rebirth qui sont mes deux albums favoris de Angra. Alors ce qui est intéressant avec Angra, c'est que on est sur du speed mélodique, très inspiré de Halloween. Mais Angra, ils sont brésiliens, ils ajoutent une touche folklorique et surtout des concepts à leurs albums qui font que les morceaux, c'est pas juste du power, c'est pas juste du speed mélo,
c'est complètement du prog. Par exemple, Holy Land, on est sur un album concept autour des grandes découvertes et de l'invasion de l'Amérique. Moi, honnêtement, déjà, rien qu'au niveau de la cover et au niveau de l'ambiance générale qui se dégage de la direction artistique, des visuels, on est déjà sur un côté art total. Hein, j'avais déjà parlé quand j'avais acheté cet album, je crois que c'était en 2019, je crois bien. Eh bien, honnêtement, voilà, t'as cette carte qui s'ouvre à toi, une carte des grandes découvertes, des grandes explorations, et derrière tu as les paroles, hein, bien comme il faut, avec une typo léchée et tout, vraiment. Quand je parlais du côté art total du prog, là, on est en plein dedans. Je l'ai déjà évoqué quand je parlais de conception, mais en grâce à un groupe que j'ai découvert aux alentours de 2011, et j'avoue que ce Holy Land, j'avais surtout été subjugué par Nothing to Say, Silence and Distance, mais également Zito, et par-dessus tout, le morceau Holy Land. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais on a changé de chanteur, on a mis une chanteuse. En fait, pas du tout, c'est le même chanteur, c'est André Matos, mais André, il a du bon matos. Il chante bien, quoi. Oh putain. Donc Holy Land, vraiment mais incroyable. Et avant, tu vois, il y a des morceaux que je skip. Par exemple, Carolina the Fourth, je skippais ça. Make Believe aussi. Mais parce que je l'écoutais pas de bout en bout. Auparavant, en 2011, comme je disais, j'avais peu d'espace sur mon support nomade. Donc je mettais surtout des singles et puis mode aléatoire sur mon baladeur. Mais là, quand tu écoutes à partir de Crossing jusqu'à Lullaby for Lucifer, enfin, y a rien à skip. C'est trop bon, Holy Land. Alors Fanfan a fait son rapport à Angra et il disait que, mine de rien, les gens alignent les adjectifs mélioratifs pour parler de Holy Land. Mais parce que c'est un excellent album. Alors j'ai pas envie forcément de vanter ses mérites à tel point que quand vous l'écouterez, vous vous direz « Ah, c'est que ça, Holy Land ?» Voilà, moi c'était une expérience très riche. C'est vraiment un album qui m'a marqué. Mais c'était rien en comparaison de Rebirth. Rebirth. Alors André Matos avait quitté Angra. De ce que j'ai compris, ça s'est un peu mal passé dans le premier line-up. Et donc ça c'est le 4e album, Renaissance. Parce qu'il y a un nouveau chanteur, nouveau line-up. Il fallait donc relancer le projet Angra. Il faut sauver le Soda Ryan et il faut relancer Angra. Mais quelle hargne. Les musiciens ont la dalle. Et le nouveau chanteur, il fait clairement le job. Non, vraiment, ce Rebirth. Pareil, auparavant, j'écoutais Nova Era, j'écoutais Acid Rain, qui démarre, mais tambour battant, c'est excellent. Judgment Day. You will face the Judgment Day. Waouh, oui, je vais... Le Judgment Day, je vais l'affronter. Y a pas de souci. Et pareil, je trouvais qu'il y a des morceaux qui étaient un petit peu en dessous. Mais là, quand je l'ai reçu, j'ai lancé le disque, il n'y a aucun skip là-dedans. Franchement, les paroles, ça marche super bien. Les placements vocaux, ils sont mais incroyables. Et comme ça tartine. Oh, les solos, les riffs. Non, vraiment, ce Rebirth. Honnêtement, tu prends Holy Land et Rebirth. Rien qu'avec ça, tu es refait, tu es refaite. Il n'y a aucun problème. Mais il est vrai qu'avec tout ça, on s'éloigne, mine de rien, de Dream Theater. Parce que, souvenez-vous, on s'était dit, on va voir des groupes qui sont semblables à Dream Theater, mais qui apportent quand même une formule qui pourrait vous plaire si vous n'appréciez pas Dream Theater. En fait, à partir de Arch, on s'en est détourné parce qu'on voyait plutôt l'inspiration Fates Warning, Queen's Reich, qui a servi de base pour Dream Theater, mais Arch ne ressemble pas à Dream Theater. Superior, il ressemble un peu, mais il s'en éloigne également. Et là, en gras, on n'a plus rien à voir avec Dream Theater. Et si justement, on s'éloignait encore plus de Dream Theater pour aller vers les frontières du prog, et pourquoi pas tutoyer le pays du métal technique. Alors j'ai déjà évoqué ici, métal technique, métal progressif, pour moi, c'est pas la même chose. On peut faire du métal prog sans être technique, et on peut faire du métal technique sans être progressif. Je le répète, le épitaphe de Nécrophagiste, c'est technique, mais pour moi, c'est pas du métal prog. Y a pas cette dimension prog dans le épitaphe de Nécrophagiste. Je sais que c'est matière à débat, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et à l'inverse, tu peux avoir du métal progressif qui a pas forcément versé dans le côté ultra technique, ultra bourrin, dans le mode on va te tartiner les oreilles avec des éléments hyper complexes. Mais là, on en a rien à faire de tes petites oreilles. Oh non,
on va bien tartiner des choses très compliquées. Parce qu'on va parler de Watchtower. Watchtower, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais ça c'est... J'ai découvert ça en 2010, en même temps que Metallica, Megadeth. Je suis vite tombé dans Watchtower, Toxic, Realm, tout ce côté voilà, thrash technique années 80. Et en fait, Watchtower, ce qui est fou, c'est que c'est sorti assez tôt finalement, hein, puisque le premier album, Energetic Disassembly, coucou, est sorti en 85. Et si je dis pas de bêtises, Control and Resistance est sorti en 89. Donc ça, c'est un album que j'ai eu en 2021, je crois, ouais ça, Noël 2021. Et c'est un album, tu vois, auparavant, je pensais que celui-là c'était le premier album de Watchtower, parce que je trouvais qu'en termes d'idées, il était beaucoup plus sage que Energetic Disassembly. En réalité, il n'est pas plus sage, il est plus prog. Tu sens que c'est beaucoup plus abouti, mieux écrit, plus cohérent dans l'ensemble. Bon, par contre, si tu cherches de l'efficacité... ça va être compliqué. Si tu cherches quelque chose facile à écouter, chill, oula, t'es pas au bon endroit. Et si tu veux un peu que tes oreilles testouillent de nouvelles sensations, bah pourquoi pas ce Control and Resistance de Watchtower. Par contre, prépare-toi, hein, l'album il fait facile 45-50 minutes. Hein. Voilà, moi c'est un album que j'apprécie encore beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas celui-là vers lequel je reviens régulièrement. C'est pour ça que je me suis acheté le Energetic Disassembly de Watchtower. Alors celui-là, si tu le trouves à moins de 50 €, fais-le moi savoir. Oui, j'ai payé 50 € pour un disque, oui, j'ai payé 50 € pour ce disque, oui. Et tu sais quoi le pire? C'est que c'est une réédition remastered de 97, et je m'étais pas renseigné avant d'acheter, mais quand tu l'ouvres, bon, t'as un joli CD, sauf que quand tu prends l'intérieur, initialement, tu prends ça, y a pas de livret. Donc qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Parce que j'aime bien avoir les paroles sous les yeux, surtout pour du métal technique. Bah il a fallu que je me fasse mon propre livret moi-même. 50 € pour un livret de schlag. Mais, parce qu'il y a un mais, ce Energetic Disassembly, je ne regrette aucunement de l'avoir acheté. Déjà parce que cette édition 97 n'a pas le même ordre des morceaux. Alors je sais que sur la vidéo, mon rapport à Megamore, à Megadeth, Sam m'avait dit que les premières éditions avaient un son différent des remasters 2004. Et c'est vrai, et je vous remercie de m'en avoir parlé parce que j'ai comme ça pu redécouvrir Megadeth. Pour ce qui est de Watchtower, j'ai pas vu de différence flagrante entre la sortie 85 et la sortie 97. En revanche, moi, sur ma chaîne IFI, quand je mets mon CD, je suis refait. Honnêtement, le son 85, je trouve qu'il pique un peu. Et avec le remaster 97, sur ma chaîne IFI, bah finalement, ça sonne très très bien. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le premier chanteur de Watchtower présent dans cet album, il a un chant très bizarre. Un chant particulier. Un chant qui n'est pas sans rappeler ce qui se fait dans Fates Warning et Queen's Reich. Un chant qui n'hésite pas à lorgner du côté Iron Maiden de la force. Mais tu vois, si je disais que Control and Resistance est beaucoup plus long, et c'est pas celui vers lequel je reviens le plus souvent, ce Energetic Disassembly, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus urgent, beaucoup plus thrash metal. Alors les paroles déjà, on va le dire tout de suite, banger absolu. Mais déjà là ici, là il y a une phrase là-dedans, The concept of war is the fall of reason. Donc the fall of reason, juste ici, l'idée même de guerre implique la chute de la raison. Mais là voilà, là il y a des paroles, en fait simple, tu prends le côté urgent, pressé du thrash metal, le côté guerre imminente du thrash metal, mais avec des paroles bien écrites. Des paroles qui font froid dans le dos, des paroles qui vont imaginer beaucoup plus loin que le contexte des années 80. Finalement, un album qui parle de détresse et d'urgence sociale et qui résonne encore aujourd'hui. Même s'il y a des morceaux qui sont bien dans leur jus, je pense à Meltdown qui parle vraiment d'un réacteur nucléaire en fusion. Mais là, Tyrants in Distress, Argon Forest, Energy Disassembly, Violent Change, incroyable. Et donc tous ceux qui aujourd'hui se plaignent de la présence d'éléments politiques dans le métal, les gens de thrash metal initialement, c'est un peu de gauche quand même. Le thrash metal, c'est du punk dans ton heavy. Et là, autant te dire, ça parle écologie, ça parle conscience de la guerre, ça parle conscience des conséquences de nos actes. Dire déso pas déso, Watchtower, c'est un album de gauche. Alors, t'en fais ce que tu veux. Moi, ça correspond à des choses qui me parlent, donc ça me fait encore plus apprécier l'album. Dire Violent Change, tu lis les paroles, ouais, c'est encore d'actualité. En fait, moi, ce que j'apprécie, c'est quand les albums donnent à réfléchir sur notre condition et à voir plus loin que l'angle d'analyse que l'on a sous notre nez.
Et j'admets que les projets qui propagent un discours de haine, bah ça, j'ai pas envie de les écouter. Et attention, je fais bien la distinction entre un discours de haine qui est purement dehors de l'imaginaire et un vrai discours de haine militant où si t'achètes les albums, bah tu finances des activités militantes. Je suis pas là pour faire la leçon, c'est juste je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Mais vraiment, cet album il doit durer 38 minutes je crois, mais c'est 38 minutes très chargées. Je pense pas que l'expérience sera forcément plaisante pour tout le monde, mais c'est un album légendaire, une pépite que vraiment il faut écouter pour mieux comprendre certains éléments du métal en général et plus précisément du métal prog. Parce qu'il faut bien comprendre que Watchtower avec 2 albums, ils ont plastifié le game. Dire ce Energetic Disassembly en 85, ça a marqué toute une génération de musiciens. Entendons-nous, Dire ça, c'est pas un succès public, c'est un succès pour les mélomanes. Et c'est vrai, en plus, Watchtower permet de mettre en avant une référence dont j'ai pas forcément parlé parce que je sais pas si Dream Theater s'en inspire, mais il y a une inspiration Alan Holdsworth, qui est un guitariste extrêmement créatif, un peu comme un Jaco Pastorius pour la basse. Et ben Alan Holdsworth à la guitare, il a fait des choses mais incroyables. Allez écouter, c'est pas accessible, mais franchement qu'est-ce que c'est. C'est simple, j'écoute ça, je frémis. Et si tu veux frémir encore plus, bah si tu penses que Watchtower, ouais c'est un peu difficile à écouter, je sais pas si j'aime bien, je suis pas sûr que tu vas apprécier du coup l'expérience de Confessor. En petite parenthèse, si vous comptez acheter chez Earache Records, ce label se fout de votre gueule. Je crois l'avoir déjà dit quand j'ai parlé du Left Hand Path de Entombed, que j'avais payé 20 balles en boutique, mais tu payais 20 balles pour un album, tu sais le côté, l'édition carton là, où t'as juste le CD. Donc 20 balles pour le carton et juste le CD, trop cher. Celui-là, je l'ai payé 8 euros. 8 euros, ok. Donc déjà, il y a un problème, c'est que quand je le reçois, le visuel ne correspond pas à ce qu'il est censé être. Je vous mets ici en insert. Normalement, l'album, il est carré. Et là, en fait, comme c'est un format rectangulaire, eh ben l'image est anamorphosée. Comprenez que là, la cover, elle est dégueulasse. Alors oui, la cover elle est spéciale, mais initialement elle est au format carré. Il y a des proportions bien définies. Et là, les proportions, elles sont totalement pétées. Alors bien que vous le voyez moins à la caméra, mais moi je vous le dis à l'œil, là je le vois, les proportions ne vont pas. Bon après, c'est une réédition de 2022 je crois, non 2021, réédition 2021. Et voilà, à 8 euros, je vais pas faire la fine bouche. Et en plus l'album il a mis 1 mois à être envoyé. Non mais Earache Records, je recommande pas, c'est pas foufou. Alors si vraiment vous avez une commande à faire, allez-y quoi. Mais si vous pouvez vous en passer, Earache a vraiment un service client catastrophique. J'espère qu'ils vont s'arranger. Ceci étant dit, quand je reçois le Condemned de Confessor, je suis libéré. Contrairement à ce cher personnage qui est ligoté et torturé. Confessor, c'est donc un projet de thrash un peu doomy, extrêmement particulier, que j'ai découvert en même temps que Watchtower. On a une voix qui va lorgner dans le côté thrash metal, mais en enlevant tout le côté shred, tout le côté bondissant et urgent, pour ne garder que le côté triste, lancinant, dépressif. En même temps, la cover elle trompe pas sur la marchandise. L'album s'appelle Condamné, et tous les morceaux, c'est des nuances de souffrance. Alors moi ce qui me fait rire, c'est la petite phrase qui est là, et qu'on retrouve dans un des morceaux de l'album, qui est « Without any hope, there is no need for pain ». Et cette phrase, mine de rien, je la trouve assez bien écrite parce qu'elle permet de réfléchir un petit peu. Et parce que la douleur, c'est un stimulus pour te faire réagir. Mais à quoi ça de réagir s'il n'y a aucun espoir? On pourrait dire à l'inverse. Si tu as un signal de douleur, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà, on va pas rentrer dans la poésie symbolique à 2 balles. Le Condemned de Confessor, c'est une épreuve. 40 minutes. Mais alors là, on est vraiment sur du gros plaisir de mélomane. Parce que ce que ça évoque, c'est pas joli. Et les paroles qu'il y a là-dedans, c'est pas évident. Je pense notamment au morceau The Stain, la tache. C'est littéralement une personne qui voit une tache de sang par terre. Et en fait, il est tout complètement détaché. Parce qu'en fait, cette tache de sang, c'est son propre corps. Ouais, et quand je dis que c'est pas joli, c'est qu'il y a des lignes vocales qui sont vraiment déchirantes. Ça a monté en des aigus, tu te dis arrête-toi, je sens que tu souffres. Assieds-toi, on peut en parler si tu veux. Quand ça te fait ressentir de telles émotions, c'est aussi un peu pour ça qu'on est là dans le métal. Le métal, ça reste une musique extrême. Ça reste une musique qui veut provoquer des émotions fortes, des émotions intenses. Et si jusque-là, on a parlé dans ma
pile de métal progressif qui vont pas vraiment te heurter dans ta sensibilité, bah déjà avec Watchtower on est sur quelque chose d'assez velu, mais alors là avec Confessor on est clairement dans, comme j'ai dit, une épreuve, quelque chose qui va un peu malmener tes oreilles si tu n'es pas préparé. Après je dis ça, je vous renvoie à l'entretien qu'on a eu avec Cad de Méveillerie. On est allé creuser dans des choses, ça me permet une parenthèse. Les gros malins qui disent t'écoutes ça, moi je suis un trou, j'écoute vraiment du métal extrême. Non mais mon grand t'es gentil, sauf qu'en fait on peut toujours faire plus extrême que ce que tu écoutes. Même en prenant le grindcore le plus bruitiste, on peut toujours aller plus loin. En fait, arrêtez de chercher à écouter comme si c'était une épreuve de sport. Ouais, moi j'écoute la musique la plus rapide. Ouais, moi j'écoute la musique la plus lente. Ouais, mais moi j'écoute la musique qui a le moins de mélodie. Et tu sais quoi ? On s'en fiche de ce que tu te mets dans les oreilles. Fais ce que tu veux en fait. Il y en a qui pourraient me dire ouais mais Mom, on s'en fout aussi des albums dont tu parles. Parce que si tu t'en fous, bah cool pour toi. Et moi je suis pas là pour faire une compétition. Je suis pas là pour dire regardez mes goûts ils sont trop basés. Non, je suis là pour mettre en réseau, proposer à écouter et vous mettre en avant des albums qui sont malheureusement peu évoqués. Peu évoqués dans le paysage métal festival et peu évoqués dans le YouTube métal français. Et moi, j'aime bien faire vivre l'art. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse, ici on a Watchtower, ici on a Fates Warning. Oh, j'aurais pu afficher aussi un petit Cynic en fond parce que là, on va faire la convergence entre Watchtower et Cynic. J'en ai déjà parlé dans une présente vidéo. L'architecture spiralaire du goût, Spiral Architect. Et j'ai aussi mis 50 € dans cet album. Mais là, contrairement au Watchtower, il y a un livret avec les paroles. Et j'ai même envie de te dire, il y avait l'OBI, l'OBI c'est ce petit truc en plus là. Je peux pas me retenir de vous montrer le petit texte qui est écrit ici et que je vais vous lire en français parce que c'est à mourir de rire. Attention! Spiral Architect va plus loin que la musique progressive en explorant les royaumes de la complexité et de l'intensité, en poussant plus loin la nature du métal technique. Septic Universe n'est pas pour tout le monde. Ça peut causer de réelles blessures à ta santé mentale. Non mais technique intense et vraiment prog. Cet album marque une nouvelle ère dans le métal des hommes qui pensent. Gros ferveau. Donc du métal de gros ferveau avec Spiral Architect, Septic Universe. Quand ils disent qu'ils vont beaucoup plus loin en matière de métal progressif, c'est pas un mensonge. Déjà que Cynic dépassait avec Focus les horizons musicaux en n'hésitant pas à intégrer dans le death metal des éléments de musique du monde, même si musique du monde c'est une étiquette qui est un peu contestable, mais il faut comprendre qu'ils prennent des musiques issues de différents endroits du monde. Donc déjà Cynic, ça défonce les barrières musicales, encore aujourd'hui avec Ascension Codes, enfin aujourd'hui, c'était il y a 3 ans presque. Et bien Spiral Architect se dit hey, c'est sympa Cynic, on va le mélanger à Fates Warning et on va ajouter à ça un côté Spastic Inc. Ouais, on va mélanger le métal le plus technique avec du gros métal progressif et en plus du Cynic. Donc on va te tartiner musicalement et te mettre des voix très haut perchées. Bon, cet album, je l'ai déjà dit, je l'ai adoré, puis je l'ai détesté pour à nouveau l'adorer 10 ans plus tard. Et si je l'ai acheté, c'est parce que en fait, j'avais aussi Twisted Into Form, dont j'ai déjà parlé plus d'une fois. En fait, le guitariste et le chanteur de Spiral Architect sont aussi dans Twisted Into Form. Donc Twisted Into Form est plus accessible, même s'il est très particulier. Mais Spiral Architect est beaucoup plus audacieux. Il y a plus de cynique là-dedans que là-dedans. Ouais, mais celui-là, il ressemble beaucoup à Control Denied. Et entre Control Denied et Cynic, qu'est-ce que je préfère ? Et je crois que la réponse, en fait, c'est que je préfère les deux. Toujours est-il que là, en achetant l'album, je me suis concentré sur les paroles, et les paroles, elles sont particulières. Mais en même temps, il y a une cohérence sur l'ensemble de l'album, avec cette recherche de la fontaine de lumière. Il y a quelque chose de l'ordre de retrouver son essence profonde. Est-ce que je conseille cet album à tout le monde ? Non. Mais en même temps, comme j'ai dit, on est parti de Dream Theater pour aller beaucoup plus loin. Et là, clairement, avec cette sélection que j'ai faite à la fin, on est à la frontière entre metal prog et metal technique. Et là, j'avoue que Spiral Architect, pour moi, c'est même plus du metal progressif. On est clairement sur du metal technique. Là, on est vraiment sur l'idée que si t'es pas prêt, si t'es pas prête, l'album fera pas d'effort. De là à dire que c'est le Dark Souls du metal. Pour savoir si Spiral Architect est le Dark Souls du metal, ça, je vous laisse juger, vous allez écouter et vous me dites aux commentaires si vous êtes d'accord ou non. Parce qu'en ce qui me concerne,
j'ai terminé de vous parler de ma sélection. Partir de Dream Theater pour vous évoquer 26 albums différents. Donc, si tu les connaissais déjà, si tu les avais déjà écoutés, n'hésite pas à le dire en commentaire. Une fois que tu les auras tous écoutés, n'hésite pas à m'en parler en commentaire également. Car ici s'achève notre sélection métal progressif. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas, le pouce levé, le partage, l'abonnement pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. En attendant de nouvelles aventures, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao.